Bonsoir à tous. Merci tout d'abord de nous avoir rejoints sur ce live promoteur et novateur. Je suis très heureux d'inaugurer à nouveau la reprise des lives UNIS. Et ce soir, nous allons parler de l'analyse de l'impact du confinement sur le marché résidentiel francilien. Nous avons ce soir comme intervenant Maître Delessal, un notaire à Paris, qui est référent de toutes les statistiques. Et nous avons aussi Julien Vergès, qui est l'ex-président du CINAR et désormais nous a rejoint à l'UNIS et membre de notre commission. Nous avons aussi la chance d'avoir Danielle Dubrac, qui interviendra tout à l'heure, la présidente de l'UNIS depuis quelques mois. Alors, certains d'entre vous me connaissent, d'autres moins. Bon, je préside la commission des promoteurs et novateurs à l'UNIS. Et nous avons eu pendant ce confinement un certain nombre d'actions pour que nous maintenions un lien avec nos adhérents. Nous avons eu une limitation un travail sur la limitation des délais pour les DIA qui, avec Julien de Normandie, notre ministre de l'époque, et nous avons obtenu gain de cause. Nous avons aussi travaillé sur l'élaboration du livret OPP-BTP UNIS en étroite collaboration avec notre service juridique qui a été tous les jours auprès de nous pour aider tous les adhérents de l'UNIS, qu'ils soient promoteurs et novateurs ou d'un autre métier que nous représentons. Nous avons aussi beaucoup œuvré pour qu'il y ait des demandes de précision concernant l'application des suspensions des délais aux droits de rétractation, aux conditions suspensives de prêt pour sécuriser les ventes en cours, tout ça pendant le confinement. Voilà un petit peu les travaux qui ont été faits pendant le confinement et au cours de l'année, bien évidemment, nous allons travailler sur d'autres thèmes. Voilà, donc je vais passer la parole à Maître Delessal qui est là ce soir pour nous présenter les chiffres du deuxième trimestre. Maître, c'est à vous. Merci et bonsoir à tous. Alors, les chiffres que je vais commenter, c'était des chiffres que nous avons commentés déjà en conférence de presse il y a 15 jours. Et ce que j'ai dit aux journalistes, je le redis aussi à vous, c'est des chiffres un peu compliqués à comprendre. Pourquoi ? Parce que il faut vous remettre en mémoire que le confinement a été à cheval sur 2 trimestres. Et donc, les chiffres du T1 intègrent 15 jours de confinement, du 17 mars au 31 mars. Et là où ça a été le plus impacté, c'est le deuxième trimestre, puisqu'on est sorti du confinement en Île-de-France le 11 mai. Donc, il y a 1 mois et demi de confinement dans ces chiffres. Alors, là où c'est encore un peu plus compliqué, c'est que quand on va parler des ventes du deuxième trimestre, eh bien, c'est des ventes souvent qui sont la réalisation de promesses de vente 3 mois avant, donc souvent avant le confinement. Et donc, c'est un petit peu toute la difficulté, parce qu'on on analyse les prix du deuxième trimestre pour les avant-contrats, mais pas les volumes des avant-contrats à la chambre de notaire. Donc, c'est là où ça devient un petit peu compliqué, mais voilà. Donc, allez nous éclairer. Oui, voilà ce que je voulais un petit peu expliquer au démarrage. Alors, ce qu'on a pu constater déjà, c'est que le dynamisme des ventes était quasiment reparti. Vous vous souvenez qu'en 2019, on était en année exceptionnelle. 2018, déjà, c'était une année exceptionnelle. 2019, encore un petit peu plus. Eh bien, on a quasiment retrouvé le dynamisme de 2019 et je vais vous montrer tout à l'heure des slides pour vous en convaincre. L'autre constatation qu'on a faite, c'est que les prix aujourd'hui vont à la hausse comme comme les prix n'ont pas monté déjà depuis plusieurs années. Donc vous allez voir en fonction des secteurs pourquoi les prix montent. Eh bien, c'est parce que ce qu'on en conclut, c'est que la pierre est de plus en plus à la mode. Vous avez aujourd'hui vraiment un goût pour des franciliens, mais aussi bien des Français, pour la pierre immobilière pour plein de raisons. Et donc, aujourd'hui, forcément, ça crée un petit peu plus de tension sur les prix parce qu'il y a beaucoup d'acquéreurs. Voilà un petit peu ce qu'on a pu constater. Deuxième constat aussi, vous allez le voir, c'est que Paris,
augmente moins que sa banlieue. Et ça, c'est nouveau. Hein, ça ne s'est pas vu depuis 15 ans au moins. Normalement, Paris sert de locomotive pour l'augmentation des prix. C'est suivi ensuite de la petite couronne et ensuite de la grande couronne. Eh bien là, non. Là où ça chauffe en ce moment, c'est en petite couronne et un peu moins à Paris. Ça chauffe aussi à Paris, mais un peu moins. Et troisième constat que nous avons fait, c'est que les étrangers, alors attention, les étrangers résidents, surtout résidents, c'est 90% des étrangers qui achètent, c'est des étrangers résidents, n'ont jamais été aussi présents pour acheter, mais pas forcément à Paris, là aussi, ces petites et grandes couronnes, où là, il n'y a jamais eu autant d'étrangers qui ont acheté. Voilà un peu pour les constats de présentation. Merci. D'accord, merci. Peut-être qu'on peut rentrer justement dans le détail de l'impact du confinement sur les volumes des ventes dans l'ancien en Île-de-France. Oui, absolument. Alors, vous allez voir sur le slide, là, il faudrait que je puisse partager. C'est à moi de partager l'écran, si je comprends bien. Peut-être. Peut-être, je pense. Faites un Alors, hop. Là, ça serait bien quand même de pouvoir… Oui. Peut-être un problème technique sur le partage de mon écran. Je pense. Voilà. C'est parfait. Voilà. Vite résolu ce problème technique. Bravo. C'est vite résolu. Donc voilà la slide qui va vous montrer, vous voyez, on s'est attaché à ressortir les volumes mois par mois, ce qui est assez rare. Donc vous voyez, en 2019, les barres en bleu, vous voyez cette année exceptionnelle, où là, il y avait vraiment de manière régulière, sur toute l'Île-de-France, plus de 10 000, loin, beaucoup plus même, transactions par mois. Et vous voyez en rouge l'impact du confinement en mars et en avril sur ces ventes, très, 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 très fortes. Mais vous voyez qu'au mois de mai et au mois de juin, les ventes ont été quasi identiques à cette année exceptionnelle. Alors, vous allez me dire, il y a peut-être eu un effet de rattrapage de ces ventes de mars et avril qui n'ont pas été signées en mars et avril, ou très peu, parce qu'il n'y avait pas de déménagement, donc on ne signait que des ventes où il n'y avait pas de déménagement possible. On en a fait quelques-unes, hein, on en a fait aussi avec l'acte à distance, mais c'était quoi, même pas 10% des ventes habituelles. Donc voilà, donc il y a eu un effet de rattrapage, mais vous verrez tout à l'heure que ça n'est pas qu'un effet de rattrapage, parce qu'il y a eu vraiment cette ruée sur la pierre qui s'est traduite aussi sur les avant-contrats, on va le voir tout à l'heure. D'accord. Et sur l'évolution des prix aussi? Alors, sur l'évolution des prix, vous le voyez ici. En Île-de-France, c'est cette ligne-là bleue. En bas, c'est les volumes. On vient d'en parler. Mais les prix, vous voyez cette ligne des prix où on voit bien ici qu'on est en tout logement confondu, donc maison et appartement, on est à une augmentation de 6,6% au T2. Donc, c'était des chiffres qu'on n'a pas atteint depuis très, très longtemps. Pour vous donner une idée, au premier trimestre, on était à une augmentation sur toute l'Île-de-France, sur un an bien sûr, de 5,4. Vous voyez que cette augmentation des prix, elle a tendance à s'accentuer. Elle s'est accentuée au T2. On a cru qu'il y avait plein de promesses de vente qui s'étaient négociées ou renégociées ou cassées. Et en réalité, on le voit ici, il y en a eu bien sûr, mais c'est vraiment tellement à la marge que sur l'ensemble de toutes les ventes, vous voyez que les prix ont continué à monter. Donc là, c'est les logements tout confondus, hein, c'est ça? Tous les logements, absolument. Ouais. Ensuite, sur les appartements, si vous avez une différenciation peut-être? Alors, appartement ou maison, pas tant que ça. Vous voyez ici, alors ça a toujours été naturellement les appartements qui montaient beaucoup plus que les maisons. Donc là, on le voit sur les appartements, une augmentation sur un an de 7,3% par rapport à 6,9% au T1. Ces augmentations, on ne les avait pas vues depuis 2011. Donc, ça fait 9 ans qu'il n'y avait pas eu autant d'augmentation du prix des appartements à ce point-là. Donc, pour vous dire que la pierre, vraiment, en ce moment, est à la mode. Alors, les maisons, si vous voulez… Alors, ça, non, pardon. Là, ça, c'est pour vous montrer la tendance qui est toujours la même, où là, c'est les avant-contrats. On voit les avant-contrats donc, qui vont se signer en ce moment, en fait, en octobre ou novembre. Vous voyez que les prix continuent sur la même lancée de 7,3 à 7,2. Donc, cette augmentation se maintient en tout cas pour les appartements. Et alors, les maisons, eh bien, les maisons, je montre tout de suite, vous voyez que
l'augmentation elle est de 5% au T2 sur un an. Il faut savoir que les maisons, habituellement, depuis quelque temps, avaient tardé à reprendre de la vigueur, étaient reparties à la hausse, mais un an ou deux après les appartements. Vous savez qu'on le voit d'ailleurs, la baisse ici, qui est très, très cyclique. Hein. On voit vraiment les maisons, c'est vraiment un marché très cyclique. Il y a eu une baisse à partir de 2011 qui a duré pour les maisons 5 ans, alors que pour les appartements, ça a duré que 3 ans et demi. On est reparti en mai 2015 à la hausse pour les appartements. Alors, vous voyez que les maisons, on est reparti vraiment qu'en 2016-2017. Ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, jusqu'à présent, on vendait encore, on n'avait pas atteint les records de 2011, on vendait encore des maisons à perte. Donc, l'année dernière, il n'était pas rare de voir des augmentations annuelles de 0 ou 1%. Au T1, ça a été 2,5%. Au T2, c'est 5%. Et vous allez voir ce goût pour les maisons qui s'accentue. Là, on passe carrément à 8%. Vous voyez, donc vraiment, cette tension sur les maisons, ça, c'est sur toute l'île de France, c'est du jamais vu depuis de nombreuses années. Ouais, très dynamique, en effet. Voilà. Qu'est-ce que peut-être on peut faire un focus particulier sur le marché parisien? Quelles sont vos données sur la capitale pendant ce confinement et le premier semestre? Oui. Alors, j'arrive à Paris. Paris, ce qu'on peut constater, c'est que d'abord les volumes. C'est important, vous voyez cette chute ici de volume de 32% d'un an sur l'autre. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que là, sur ce graphe-là, les barres bleues en bas, ce sont tous les volumes. Et vous voyez que depuis 3 ou 4 ans, les volumes à Paris baissent. Ce n'est pas un phénomène très, très conjoncturel, c'est plutôt structurel. En fait, à Paris, le marché, ce qu'on appelle le marché mutable de transactions dans l'ancien, a tendance à se réduire. Pourquoi? Parce que, ça, vous le savez bien, les professionnels qui m'écoutent, qu'il y a beaucoup de créations de logements sociaux à Paris qui sont faits par préemption. Beaucoup plus que par la construction. Donc, c'est des immeubles entiers comme ça qui sont préemptés par la ville de Paris, qui devraient être débités par les marchands. Et en fait, ils sont préemptés et forcément, tout ça, c'est du parc mutable en moins. Et on a calculé qu'il y avait eu, depuis la loi SRU, une augmentation à peu près de 100 000 logements sociaux. C'est au détriment de 80 000 logements qui étaient sur le marché ou qui devraient être sur le marché aujourd'hui et qui ont disparu. Vous voyez, donc ça vraiment, ça explique cette chute de volume. Alors, maintenant les prix. Vous voyez que les prix, aujourd'hui, enfin au T2, augmentaient de 8%. Donc, c'était quand même une forte augmentation. On n'avait pas connu des augmentations comme ça depuis 3 ou 4 ans, facile. Eh bien, cette augmentation-là a tendance un petit peu à se calmer, forcément, parce que je vais dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres, si on veut. Mais se calmer, c'est assez relatif, puisqu'on arrive à une augmentation en octobre de 6,6% sur les avant-contrats. Donc, il y a beaucoup de biens en province qui aimeraient augmenter de 6,6 par an. Et donc, par rapport à l'an dernier, c'était en octobre dernier, vous n'avez pas le chiffre à tout hasard? Non, en octobre dernier, on avait déjà passé les 10 000. Ah ouais, on a passé le chiffre des 10 000 à l'été 2019. D'accord. Donc, on devait être à 10 200, un truc dans ce bout-là, un truc de 2150. Bon, vous voyez que là, on arrive à 10 860. Si on continue comme ça, on va être à 11 000, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais en début d'année prochaine. Ouais. C'est un peu ce à quoi on s'attend. Alors, quand on voit ensuite la carte des prix à Paris, vous voyez que maintenant, avant, on avait mis le curseur à 10 000. Là, on a été obligé de suivre. Maintenant, on a mis le curseur à 12 000. Et voilà, 2 ans plus tard, à 12 000, c'est pratiquement les mêmes arrondissements qui sont au-dessus de 12 000. C'est tout le centre de Paris, ça n'étonnera pas grand monde. La petite particularité cette fois-ci, c'est qu'on a regroupé les 4 arrondissements du centre de Paris, puisque de manière administrative, maintenant, on parle de Paris-Centre. Vous voyez que même en regroupant les 4 arrondissements de Paris, les 4 premiers, on arrive à plus de 12 750 € pour le centre de Paris, rive droite. Voilà. Et sur la carte de droite, vous voyez que cette hausse est généralisée avec 3 arrondissements qui dépassent
Il y a plus de 10%, qui ont augmenté plus de 10%. Voilà, alors ça n'apparaît pas sur la carte, mais ceux qui aiment bien les chiffres et le record, on a enregistré un duplex à la Sorbonne qui s'est vendu 217 mètres carrés à plus de 30 000 euros, pour être exact, 30 700 euros du mètre. Ça, c'était une vente enregistrée au deuxième trimestre. Et également un appartement à Saint-Thomas-d'Aquin de 207 mètres carrés à un peu moins de 30 000, c'était cadeau, à 28 700 euros, quand même. Voilà un petit peu pour les records parisiens. Donc, marché parisien qui semble aussi relativement en dynamique et soutenu depuis le déconfinement, on va dire. Oui, que, confinement ou déconfinement, on va dire que les choses n'ont pas vraiment changé. En réalité, c'est vrai qu'avant le confinement, quand on vendait un bien à Paris, il y avait une dizaine d'acquéreurs. Aujourd'hui, il y en a moins, c'est vrai. Il y en a 4 ou 5, enfin on n'a pas fait vraiment de moyenne, mais on voit bien qu'il y a moins d'acquéreurs, mais il y en a quand même beaucoup plus. On est loin d'un retournement de marché où quand on met un bien en vente à Paris, on n'a même pas un acquéreur. On a un demi-acquéreur ou 0,8 acquéreur. Là, on est encore à 4 ou 5 acquéreurs pour un bien. Alors, en revanche, on a des commentaires dans les visites, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, j'ai envie de dire que c'est un marché qui s'assainit un peu. Avant le confinement, on avait tendance à vendre à Paris un peu de tout, à n'importe quel prix, quel que soit l'étage de l'immeuble. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de rigueur. On tient compte vraiment des qualités intrinsèques du bien. Ah, il s'est passé quelque chose. La slide est partie. Mais... La slide est partie. Je reviens dessus. Hop, je sais pas. Voilà. Et en fait, on a des commentaires des acquéreurs en disant, dites donc quand même à ce prix-là, vous avez vu les travaux qu'il y a à faire. C'est des commentaires qu'on n'entendait absolument pas. Et donc, du coup, en ce moment, il y a un équilibre qui est en train de se faire un peu mieux entre vendeurs et acquéreurs, où les vendeurs ont moins de prétentions, se rendent compte qu'on ne peut pas vendre tout et n'importe quoi à Paris. Et donc, les vendeurs deviennent un petit peu plus raisonnables. C'est tout le travail des agences qui est de mettre en adéquation les exigences des vendeurs et des acquéreurs. Et c'est plus difficile qu'avant, mais on y arrive. Pour aller dans votre sens, effectivement, lors de notre dernière commission promoteur innovateur sur Paris, effectivement, il a été dit par plusieurs professionnels que maintenant, les acquéreurs font une différenciation sur un immeuble de grande qualité ou sans ascenseur ou dans une petite rue, un étage moins agréable, moins éclairé. Alors qu'à une époque, effectivement, le prix s'était tant dans le quartier, tout le monde achetait à ce prix-là. Et deuxième réflexion aussi sur vos chiffres, en location aussi, il y avait autrefois à peu près 20 candidats par logement dans Paris mis sur le marché. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12, mais il y en a toujours 12 quand même. Donc, c'est un petit peu pour aller dans le sens de vos acquéreurs, où il y en a quand même toujours 4 ou 5. Oui, tout à fait. Écoutez, merci sur le Focus Paris. Sur la petite couronne, quel impact alors, sur la petite couronne, nous avons donc ici les volumes, aussi bien pour les appartements à gauche que pour les maisons à droite. Vous voyez que les chiffres là sont trompeurs. Alors, c'est vrai qu'on voit, oh là là, ça s'écroule, c'est du moins 20, moins 30, voire moins 40 par rapport à l'année 2019. Mais encore une fois, il s'agit de comparer des trimestres avec des vrais trimestres. Et là, c'est vrai qu'à la fin de l'année, je vois avec les journalistes, mais on va comparer une année 2020 qui ne contient que 10 mois d'activité. Donc là, celui-là, là, le trimestre, il est de 1 mois et demi au lieu de 3 mois. Donc forcément qu'on a des chiffres beaucoup plus bas. Et donc forcément que sur 2020, on aura aussi une baisse d'activité. On peut s'attendre dans les chiffres, hein, j'entends, puisque c'est une année de 10 mois à du moins 15 à moins 20%. On peut déjà se beurrer. Mais bon, on a beau prévenir les journalistes, quand ils ont envie de dire que ça ne va pas bien, ils le font. Alors, ils utilisent les chiffres qu'ils veulent. Ouais. Mais voilà, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est des torchons et des serviettes, j'ai envie de dire. On ne peut pas comparer ça. En revanche, on est sur les volumes. Voilà, sur les prix, ensuite, voilà. Les envies d'espace, déménagement ou mobilité en petite couronne, eux, ont été plutôt dynamiques aussi. C'est ça, c'est ce que voilà, vous le voyez sur cette slide, les prix tout de suite, eux traduisent cette tension sur les appartements
ou les maisons d'ailleurs en petite couronne. Là, ce sont les appartements. Et vous voyez que cette tension, elle était de 7,4 au deuxième trimestre. Elle va être de 8,9, quasi 9% sur toute la petite couronne. Là, vraiment, à dépasser Paris. C'est là où vraiment le marché est le plus tendu. C'est un phénomène nouveau. Et ça, c'est certainement dû à ce besoin de s'agrandir. Il y avait déjà ce phénomène du parcours immobilier classique où quand je suis jeune, je reste à Paris, j'essaie de rester près de la culture. Là, on voit bien d'ailleurs l'accès à la culture en ce moment, à 9 h du soir, c'est un peu raté. Donc, vous avez beaucoup de jeunes qui se disent, après tout, la culture, c'est bien gentil, mais l'espace, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est tous ces jeunes qui ont vraiment souffert, cette génération des 25-35, qui étaient mal logés, petitement, et qui ont vraiment souffert du confinement, qui aujourd'hui se disent, je déménage pour plus grand. Si je peux me payer en plus de la verdure, tant mieux, mais au moins pour plus grand. Ouais. Et ben donc, ça se traduit par un départ. On franchit le périph' aujourd'hui de manière beaucoup plus facilement pour aller en petite couronne. Voilà. Pour des appartements et maisons. Et alors, les maisons, c'est aussi là, bon, il faut voir aussi que les maisons, c'est dans le parc immobilier des maisons en petite et grande couronne, c'est un quart des maisons. Les 3/4 étant en grande couronne. Mais en maison, quand on veut une maison, on ne peut pas dire en petite couronne qu'il y ait de l'espace vert. Il y a de l'espace, mais il y a rarement du jardin. Il y en a, mais c'est quand même, il faut aller en grande couronne pour trouver du jardin. Et vous voyez, les maisons, là aussi, suivent cette mode de cette pierre où je veux m'agrandir. Vous voyez, on passe de 5,4 à 9%. On n'avait jamais vu ça depuis très longtemps comme type d'augmentation sur l'immobilier d'Île-de-France et de petite couronne. Il n'y a jamais eu autant de tension. Voilà, pour la petite couronne en tout cas. D'accord. Et pour la grande couronne, si on peut parler d'une panne de vente sur le deuxième trimestre, qu'est-ce que ça a eu comme impact aussi? Alors, pour la grande couronne, vous voyez ici que c'est un peu les mêmes chiffres. Ouais. Un peu moins accentué tout de même. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était peut-être plus facile de signer des ventes en grande couronne parce qu'on avait la voiture et peut-être qu'il y avait un peu plus d'infractions au confinement d'aller signer des ventes plus facilement qu'en petite couronne où on pouvait peut-être déménager plus facilement en grande couronne. C'est peut-être une explication. On les a cherchées, mais on n'a pas toujours forcément toutes les explications. Donc voilà, les baisses sont un peu moins fortes que sur la petite couronne pour les volumes. Et pour les prix? Alors les prix, voilà, les prix, c'est ce que je disais un petit peu en introduction. Les prix, là, rejoignent, non pas atteint les augmentations de petite couronne, mais quand même. Vous voyez, donc sur les appartements, on est à 5,3. Il faut quand même se souvenir, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé d'autres conférences de ce style, l'année dernière, les appartements, c'était le marché idéal. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment une adéquation entre l'offre et la demande sur les appartements en grande couronne. Et il y a 3 ou 4 ans, personne ne voulait d'un appartement en grande couronne. C'est-à-dire que dans le parcours immobilier francilien, si je vais en grande couronne, c'est pour acheter une maison, ce n'est pas pour acheter un appartement. Eh bien, depuis 2-3 ans, ce marché des appartements s'était équilibré. Il y avait eu pratiquement autant de demandes que d'offres, ce qui faisait que c'était un marché idéal. Il y avait beaucoup de transactions et pas d'augmentation des prix. On était vraiment en flat à 0 ou 1,5%. Et encore l'année dernière. Et là, d'un seul coup, l'augmentation des prix, eh bien, parce qu'il y a de plus en plus de volonté de s'agrandir, eh bien, vous voyez, les appartements, là, c'est du jamais vu. En grande couronne, on obtient des augmentations de 5,3%, voire 6,1%. On peut dire au T3 pour les ventes qui vont se signer en octobre. Vous voyez, là, vraiment, ce changement de paradigme sur ce marché des maisons qui était vraiment un marché équilibré, ne l'est plus depuis 1 an. Ouais, et c'est assez variable. Ouais. Voilà, ça c'était vraiment pour les appartements qui, c'est vrai, en grande couronne, ont souvent une loggia, un balcon. Donc on y trouve quand même et de l'espace et quelquefois un petit espace à l'extérieur aussi. Ça reflète effectivement ce que les journalistes ont dit depuis des mois sur ce besoin des Français qui habitent dans les zones urbaines de trouver un petit espace vert. En fait, on voit aujourd'hui que ce n'est pas que des paroles, ça se concrétise. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc si on le voit sur les maisons aussi, hein, les maisons, alors là aussi en grande couronne, vous voyez que les maisons augmentent
de 2,6%, ce qui n'est pas énorme, mais l'augmentation, ça y est, ça commence, la tension repart à la hausse aussi pour le troisième trimestre. Pardon, là j'étais en trimestriel. À 4,8 sur un an, et bien là on est à 7,60. Pas autant que la petite couronne, mais quand même, 7,60, c'est beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. On n'avait pas vu ça depuis très, très longtemps. Donc, alors, j'ai les chiffres du mois prochain, d'ailleurs, pour et les 7,6, ils sont en train de devenir 7,9 en novembre. Les avant-contrats qui ont été signés au mois d'août et qui se signeront en novembre, on est à 7,9. Je vous le livre en avant-première, celle-là. Merci. Donc, une progression encore. Et oui, augmentation encore de ces chiffres sur ces maisons. J'ai une question. Peut-être vous pouvez arrêter votre slide 2 petites secondes. J'ai une question là qui nous est envoyée par notre service technique. Il nous demande si la pénurie d'offres n'est-elle pas due à l'inquiétude des vendeurs et la difficulté de se projeter dans l'avenir. Alors, il y a un attentisme. C'est évident qu'il y a un attentisme. D'après certaines agences qui font des statistiques de leurs fichiers, j'ai entendu dire qu'il y avait pas loin d'un tiers des mandats qui étaient en attente, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est vrai que ça réduit ces biens qui sont mis en vente parce qu'il y a une incertitude. Mais je vais vous en parler tout à l'heure justement de ces déclencheurs à la vente parce que il y a en fait, oui, cet attentisme, c'est un point noir en ce moment. C'est évident. Je comprends. Julien, tu voulais… Ok, non, c'était… moi, j'ai vu qu'on avait un début d'une tendance, on va dire, pour la rentrée. C'est évidemment la confirmation de ces tendances, peut-être, dont vous pouvez nous parler en résumé. Je crois que c'était assez clair sur le dynamisme de la reprise après le confinement, l'effet rattrapage, et qui semble tout doucement se poursuivre effectivement après l'été. Oui. Alors, on a fait une slide que je vais vous montrer. Justement, c'est par rapport au volume, si ça veut bien marcher. Voilà. En fait, voilà, ça c'est vraiment l'impact de la crise sanitaire. C'est un peu le thème de votre webinaire, donc ça tombe bien. Ouais. Sur l'activité immobilière francilienne. Et là, on s'est attaché à prendre vraiment les avant-contrats. Donc, vous voyez ici, il est un peu compliqué à comprendre. Vous voyez que comme on a fait une analyse de ces ventes ou avant-contrats sur 4 semaines d'affilée. Et on a pris comme base 100 en 2019. La moyenne en 2019 des ventes sur 4 semaines glissantes, c'était la base 100. Donc, on voit forcément que c'est pas toujours l'activité dans une année immobilière n'est pas toujours la même. Vous voyez, en juillet, il y a beaucoup plus de ventes. Après, au mois d'août, forcément, ça tombe. Ça repart en septembre, etc. Et donc là, on voit vraiment l'impact de ce confinement ici, très, très, très creux. Ouais. Eh bien, à mi-juillet, on avait quasiment atteint le dynamisme de 2019 puisqu'on était à presque 95% du dynamisme de 2019. Donc, on voit vraiment bien qu'ici, on a récupéré presque tout le dynamisme d'avant la crise. C'est-à-dire que là, vous nous dévoilez les chiffres du troisième trimestre, enfin le début des chiffres du troisième trimestre. C'est ça, absolument. Ouais, très bien. En volume. En volume, oui. Donc, c'est plutôt encore quelque chose qui est positif finalement, parce qu'on se pose beaucoup de questions dans notre métier. Oui, je comprends ça. Si vous voulez, en fait, on a essayé d'analyser par rapport à justement cette appréhension des franciliens par rapport à l'investissement. Et en fait, quand on a réalisé, et on le voit dans nos rendez-vous aujourd'hui, vous avez plusieurs moteurs qui vont vous pousser un acquéreur à acheter. Et alors, vous en avez certains qui marchent plus que d'autres en ce moment. Vous avez notamment la pierre, ce qu'on appelle la pierre refuge. Et la pierre refuge, c'est, oui, compte tenu de ce qui s'est passé en bourse depuis le début de l'année, je ne veux plus que mon argent soit placé en bourse, je veux le mettre dans la pierre. Et ça, on l'avait vraiment vu en 2008-2009, où il y avait eu assez longtemps après. Hop, qu'est-ce qui se passe? Non, bon,
Il a désactivé, c'est très bien. Mais c'est pas forcément. J'aurai encore des slides, mais c'est pas Oui, il y grave. en a un autre après. Mais je reste. Bon, Continuez, on en remettra, vous inquiétez pas. je reste sur celui-là. En fait, en 2009, ça a duré pendant 1 an ou 2, où tous ceux qui avaient placé leur épargne en bourse ont attendu de se refaire un petit peu pour aller sur l'immobilier ensuite. Et ça a entraîné des augmentations, pour ceux qui se souviennent, en 2011, 2010, des augmentations de 20% à Paris, tellement il y avait d'acquéreurs qui voulaient aller dans la pierre refuge. Alors aujourd'hui, on distingue quand même un petit truc, c'est que les prix ont tellement monté à Paris que dans cette pierre refuge, il y a différents profils. Il y a la pierre coffre-fort, qui là vraiment, c'est des investisseurs qui veulent, ils se foutent du rendement, ils veulent, allez, je le mets à Paris parce que je suis sûr que mon capital va être préservé. Donc, je le mets en pierre coffre-fort à Paris et tant pis pour le rendement. Et il y a ceux qui vont en pierre refuge, mais qui se disent quand même, je voudrais quand même avoir un minimum de rendement, eh bien, ceux-là, ils vont aller plutôt en banlieue. Et donc, du coup, mais toujours en pierre refuge parce que le rendement est meilleur. Après, et alors pour vous donner des idées, c'est que cette peur de la crise financière, aujourd'hui, vous avez des clients qui, quand ils achètent un bien, n'hésitent pas à nous demander « Mon épargne, est-ce que je peux la mettre chez vous dès la promesse de vente ?» Ah bon? Toute l'épargne, tellement ils ont peur d'une crise financière. Mais dans la mesure où il y a un avant-contrat, on peut avoir toute l'épargne pendant la durée de l'avant-contrat. Évidemment, elle va dormir à la Caisse des dépôts, mais ça rassure souvent les clients. Ah oui. Alors là, c'est inédit, ça. Ah, ben ça s'était déjà vu en 2009. Mais bon, voilà, ça c'est depuis 6 mois, on a de nouveau ce genre de réflexe. Alors après, vous avez… Vous allez peut-être en parler après, sur les conséquences du confinement sur la vie des Franciliens, si vous avez vu des changements. Toujours par rapport à ces moteurs, ces motivations pour acheter, vous avez, je vous le disais, les jeunes qui aujourd'hui ont vraiment très très mal vécu ce confinement parce qu'ils étaient mal logés, avec des enfants en bas âge. Donc ceux-là, ils ont vraiment morflé. Et aujourd'hui, ils sont vraiment dans la recherche d'espace. Alors on peut parler de pierre verte, de pierre espace, mais on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres sur la petite et la grande couronne. C'est vraiment un phénomène aujourd'hui important. Vous avez aussi la pierre protection. Ça, c'est un phénomène aujourd'hui où on voit beaucoup de locataires qui disent le logement aujourd'hui, c'est devenu capital pour nous. Et donc, on s'en est rendu compte. Je ne sais pas pourquoi mes slides disparaissent au bout d'un certain temps, mais bon. Au sens vraiment physique du terme, mon logement me protège. Et donc, eh bien aujourd'hui, je suis locataire et ça serait important que j'achète. Alors évidemment, je ne vais pas acheter au même endroit parce que ça coûte cher, mais je vais m'éloigner pour acheter un peu moins cher, mais pour acheter. Donc ça, on le voit aussi beaucoup. Alors ça va avec ce phénomène de la pierre, la pierre un peu, j'aimerais dire la nouvelle pierre, la pierre mixte, qui est la pierre où j'achète un logement non pas que pour me loger, mais également pour y travailler, avec le télétravail. Et donc, du coup, quand j'achète, je m'achète une pièce supplémentaire pour avoir un bureau, un petit bureau, pour y travailler. Donc ça aussi, on le voit. Alors, ça veut dire des gens qui vont aller un petit peu plus loin, en résidence principale ou en résidence secondaire, peu importe. Mais il y a ce phénomène du télétravail qui est vraiment maintenant important dans la recherche des acquéreurs. Vous avez aussi la pierre plaisir, il ne faut pas le nier. Et en Ile-de-France, on dit, ah bon, la pierre plaisir, bof. Ben si, quand même, c'est ce regain aujourd'hui de toutes les maisons de campagne. Et en Ile-de-France, vous avez beaucoup de Franciliens aujourd'hui qui veulent racheter une maison de campagne. Donc la maison de campagne est redevenue à la mode. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'endroits, notamment dans toute la proche Normandie, où il n'y a plus un bien à vendre, parce que c'est des Parisiens qui se disent, allez, on va maintenant… J'avais vraiment ma résidence principale à Paris et puis je partais en week-end de temps en temps quelque part. Et bien là, je vais mixter ma résidence principale et ma résidence secondaire entre Paris et une résidence secondaire proche de Paris. Et j'arrête et je revends ce que j'avais acheté sur la Côte d'Azur parce que je n'y vais pas assez. Vous voyez, c'est un peu ces nouveaux phénomènes. Est-ce que vous avez aussi constaté que des investisseurs habituels parisiens qui achetaient des logements pour les louer
transfèrent leur achat vers justement une maison de campagne à la place d'acheter un 2 pièces ou qui était destiné à être loué, voire à être donné plus tard à des enfants. Oui, Ça alors pourrait ça, expliquer l'attentisme qu'on a l'air de vivre aujourd'hui à Paris. ouais, ça c'est plus dans les déclencheurs de vente. En fait, là, je vous parlais des déclencheurs d'achat. Et alors, dans les déclencheurs de vente, enfin, je me suis amusé à faire la règle des 5 D. Alors, je ne sais pas si on peut repartager mes Ah oui, slides. votre slide là. Oui. Je ne sais pas si c'est les 7 D, les 7 D de Thierry Delsal, mais peu importe. Je n'y Allez-y. arrive plus. Ah voilà, ça y est, tac. Voilà, pour ceux qui vont hop, pouvoir revoir cette slide. Voilà, c'est un peu tous ces déclencheurs qu'on a essayé de trouver qu'est-ce qui va déclencher chez un propriétaire de mettre en vente un bien. Alors, justement, par rapport au confinement et aux problèmes économiques du moment, il y a la dette. Je suis endetté, j'ai un problème avec mon boulot ou j'ai un problème avec mon entreprise, donc je vais devoir vendre de l'immobilier pour me renflouer ou renflouer l'entreprise. Donc là, est-ce que ça a un impact sur le marché de l'immobilier? Ben oui, forcément, parce que là, par contre, ça va déclencher des vendeurs, mais pas d'acquéreurs. Donc, ça va faire plus de vendeurs et pas d'acquéreurs. Donc, là, ça a un impact, j'allais dire, sur la baisse des prix. Ensuite, vous avez le décès. Ça, Dieu sait que c'est important parce que vous avez quand même beaucoup de biens mis en vente après un décès. Alors, avec le confinement, il y en a eu un petit peu plus, mais ce n'est pas non plus, il ne faut pas exagérer. C'est par rapport au décès sur un an, ça n'a pas eu énormément d'impact. Mais quand même, eh bien, ces décès, est-ce qu'ils impactent l'immobilier et le marché de l'immobilier entre les vendeurs et les acquéreurs? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils l'impactent, mais du côté acquéreur. Parce que souvent, quand vous avez un décès, on vend le bien, mais vous avez plusieurs héritiers. Et ces héritiers, ben, du coup, avec le prix de vente, eh bien, ils rachètent un bien immobilier, souvent. D'accord. Donc, j'ai envie de dire qu'une vente fait plusieurs acquéreurs. Plusieurs petits. Le divorce, pareil, là, avec le confinement, malheureusement, il y a beaucoup de couples qui sont en train de se séparer. C'était peut-être des couples qui n'allaient déjà pas très bien, mais enfin, le confinement, il a mis un peu de l'ordre, si je puis dire. Et on le voit dans nos études. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? Dans le marché immobilier, le couple divorce, vend le bien, et souvent, derrière, il y a au moins un achat, sinon deux. Donc, j'ai envie de dire, ça fait du 1,2, 1,3 acquéreurs pour un vendeur. Donc là aussi, ça fait plus d'acquéreurs. Je crois d'ailleurs me souvenir qu'à l'époque, le divorce était un des éléments qui justifiait une partie de la pénurie des produits aussi, puisqu'il y avait plus de demandes à Paris. Voilà, absolument. Oui, oui, tout à fait. Le quatrième D, c'est le déménagement. Et là, avec le confinement, il y a eu énormément de gens qui veulent bouger, qui veulent changer de vie, qui veulent changer de lieu de vie, qui veulent tout simplement bouger. Et donc là, est-ce que ça provoque forcément un déséquilibre? Ben, pas forcément, parce que c'est des gens qui sont souvent propriétaires et qui vont racheter ailleurs. Alors, ça fait peut-être des déséquilibres régionaux, comme Paris, Petite Couronne, comme on a pu le voir. Mais disons que sur l'échelle de la France, ça ne va pas changer forcément la donne. Ensuite, vous avez la démographie. La démographie, c'est je réadapte mon logement parce que j'ai des enfants qui se sont envolés ou j'ai des nouveaux enfants qui viennent d'arriver. Et là, c'est un peu pareil. C'est des gens qui sont souvent propriétaires, qui vendent et qui rachètent. C'est ce qu'on appelle les secondo-accédants dans notre jargon. Donc, ça ne crée pas forcément du déséquilibre. Après, on est allé voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir un peu plus à la marge pour provoquer une vente. Ben, vous avez la défiscalisation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, c'est ceux qui sont souvent à l'IFI et qui, là, on l'a vu, nous, dans nos dossiers à la fin avant l'été, et qu'ils étaient en train de remplir leur déclaration fiscale d'IFI, qui disaient c'est pas possible, on a beaucoup trop d'immobilier, on se désengage de l'immobilier, on revend. Et ça, c'est des gens qui ne rachèteront pas de l'immobilier. Donc là, effectivement, ça fait plus de vendeurs que d'acquéreurs. Et dernier D, c'est le D de la donation. Là aussi, c'est un peu à la marge. C'est des gens qui vendent un bien, qui ont plusieurs biens, qui vendent pour aider leurs enfants. Ils vendent un bien et ils distribuent le prix. Mais là, du coup, ils distribuent le prix, c'est un peu comme le décès, à plusieurs enfants qui vont racheter de l'immobilier. Donc là, ça fait de nouveau des acquéreurs, plus d'acquéreurs que de vendeurs.
Donc, en résumé, vous voyez l'avenir plutôt comment? Il m'a l'air un peu positif dans l'immobilier, de ce que j'entends. Alors, oui, il y a pas mal de points positifs, mais il y a quand même aussi des points négatifs qu'on a essayé de dégager ici. Le point le plus négatif, c'est évidemment l'économie ambiante et la crainte de l'avenir, parce que Dieu sait que quand on veut se lancer dans une acquisition immobilière, il faut avoir confiance dans l'avenir. Et là, aujourd'hui, la confiance n'est pas au beau fixe. L'économie non plus. Donc là, c'est sûr que ce sont des feux rouges on parlait de cette crainte de l'avenir et de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Alors là, on l'a mis en feu orange, l'attentisme sur le marché immobilier. Pourquoi? Parce que il y a 2 ou 3 mois, il y avait un peu moins d'attentisme. Aujourd'hui, j'aurais tendance à le passer en rouge, cet attentisme. Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Même si depuis 15 jours, 3 semaines, on voit qu'il y a un peu plus de promesses de vente qui se signent. Mais début septembre, enfin même jusqu'à fin septembre, le marché était très mou. Donc, il y avait beaucoup Des grandes d'attentisme. surfaces, moi, qui étaient un peu en attentisme. Voilà, les grandes surfaces surtout, oui. Mais les grandes surfaces, ça a toujours été Plus long. ça a toujours été un produit compliqué avant. En orange aussi, j'ai mis l'augmentation des prix. Pourquoi je l'ai mis en orange? Parce que ça peut freiner les gens pour acheter, mais ça peut également inciter les gens à acquérir parce qu'ils se disent, ben voilà, les prix augmentent, donc c'est vraiment, quand je veux investir, c'est un bon produit, peut-être plus que la bourse. Alors, après, comme feu orange, j'ai les conditions d'octroi des prêts. Ça, c'est sûr que depuis le 1er janvier, il y a eu des directives qui ont été données aux banques d'arrêter les prêts à plus de 25 ans. D'après nos statistiques et les statistiques de la Banque de France, ça représentait 2% des prêts, ceux qui empruntaient à plus de 25%. On peut dire que c'est un peu à la marge quand même. En revanche, le fait de ne pas prêter au-delà de ce fameux tiers des revenus, hein, ce seuil de Madame Neyertz, là, ça bloque un peu. Les refus de crédit seraient passés de 6,5 à 11,5%. Donc là, ça commence un petit peu à être significatif. C'est doublé, oui. Donc, ça a pratiquement doublé ces refus de prêt. Donc, c'est un petit peu, là, on peut se poser des questions. Voilà un peu pour ces feux orange. Maintenant, les feux verts, eh bien, c'est ce qu'on a dit, c'est l'envie de déménager, hein, ce goût pour la pierre, de se protéger, de se sécuriser en achetant de l'immobilier et également par rapport au placement. Ensuite, voilà, le regain d'intérêt pour la pierre refuge. Vous avez aussi en Île-de-France, quand même, il ne faut pas l'oublier, des grands projets qui impactent forcément et donnent un dynamisme à la région qui font que la région ne va pas se vider, comme certains auraient envie de le dire, au profit des régions plus au sud. Ce dynamisme de la région francilienne, moi j'y crois beaucoup et je pense qu'il y aura encore, même si on n'y verra pas forcément avec le plaisir d'avant, on restera en Île-de-France. Avant de se poser la question, il y a quand même du boulot plus facilement en Île-de-France qu'ailleurs. Les contraintes sur le marché locatif, oui, ça, c'est pas nouveau, mais ça reste une constante. On a du mal à trouver des logements à la location. Et donc, ces locataires qui ont du mal à trouver, parce que leur profil n'est pas forcément bon, eh ben, ils trouveront peut-être plus facilement un emprunt en achetant un petit peu plus loin. Et donc, pour disparaître du marché locatif, pour aller sur le marché de l'achat. Et enfin, le carburant qui est pas cher, qui est de moins en moins cher. On a montré cette slide ici, là, ce graphique, où on voit que ces taux d'intérêt n'arrêtent pas de baisser. Et donc, c'est vraiment le soutien du marché immobilier aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'impact et sur ce qu'on peut prévoir de l'avenir sur le marché immobilier francilien. Écoutez, votre synthèse est, comme d'habitude, très claire et complète. Je pense qu'on est très attentif d'avoir les chiffres du 3e trimestre. Ça sera pour novembre. Ah, très bien. Parfait, puisqu'on souhaite refaire un tour de piste, mais là, national, avec vos confrères. On en a un petit peu parlé, si c'est possible, d'ici avant la fin de l'année. Bien sûr. Encore merci de votre intervention, d'avoir pris du temps pour venir auprès de nous, auprès des adhérents de l'UNIS.
Merci à toi, Julien, et à tous les membres du CINAR qui étaient présents aujourd'hui. Je vais passer le mot de la fin à Daniel, qui, qui a attendu et gentiment a réussi à se libérer pour venir à ce live promoteur et novateur. Mais s'il y a des questions, je peux y répondre, hein, bien sûr. Je crois que c'était tellement complet que bien sûr, oui. peu de questions ont été balayées. Une présentation remarquable. Bonsoir à tous. Mais bon, comme d'habitude, je dirais, Maître de Le Salle est très clair, est très pédagogique. Les chiffres sont très intéressants et avec vos 7 D, moi j'ai pensé à 4 C. Malheureusement, je vais commencer par chômage parce qu'effectivement, beaucoup de gens vont être au chômage, notamment au premier trimestre. Et donc, quid du marché à ce moment-là? Le confinement, le couvre-feu aussi, malgré tout, parce que ça rend vers un climat anxiogène, mais qui va faire peut-être accentuer ce que vous avez visualisé dans les chiffres. Donc, le confinement, suite et suite. Donc, je sais que Éric Bricot va faire un live supplémentaire sur la suite du choc du confinement, les nouveaux chiffres, comme vous l'avez annoncé, d'une part sur la région parisienne, mais aussi avec d'autres notaires en région. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et vraiment, on vous remercie de ce partenariat parce que avec les notaires, on travaille de façon quotidienne, que ce soit dans les affaires familiales ou dans nos métiers, évidemment. Et donc, on a, avec le Conseil supérieur du notariat et les notaires, une grande proximité et toujours des échanges de bons et loyaux services et de conseils. Mon autre C, c'est le comportement des clients. Vous l'avez dit, est-ce que le comportement des clients va être identique face au refuge, l'épargne, je vais mettre de l'argent parce que du coup, il ne va pas être à la banque. Enfin, c'est un petit peu ce que vous avez dit. La pierre protection, le logement aussi, donc le comportement, le logement qui devient lieu de loisir, lieu de travail, lieu d'école. J'espère que non, mais on a quand même subi ça. Et puis donc, du coup, quand même, lieu de vie accessoirement. Hein, donc, ça, vous l'avez dit. Et puis, mon troisième C, c'est confiance. Est-ce qu'on va retrouver la confiance? Parce que là, on voit quand même que c'est dynamique, on voit des tendances un peu différentes de d'habitude. Vous avez parlé de Paris, mais est-ce que la clientèle va retrouver la confiance? Et donc ça, c'est quand même important pour que les gens qui ont de l'argent puissent consommer, vendre, et ceux qui ont de l'argent puissent acheter. Je voulais remercier vraiment sincèrement Maître de Le Salle, Éric Bricot, bien sûr, le président de la commission des promoteurs rénovateurs de UNIS, Lucien Vergès aussi, qui n'a pas parlé, mais qui a, je crois, préparé aussi cette réunion, et puis ainsi que tous les promoteurs rénovateurs qui nous écoutent, qui sont là, et certainement d'autres membres de l'UNIS et du CINAR. Je voulais quand même féliciter et se féliciter du fait que UNIS est le premier syndicat de promoteurs rénovateurs, avec plus de 350 PME qui nous ont rejoints aujourd'hui, et je ne parle pas de celles qui vont nous rejoindre à l'issue de magnifiques lives tel qu'aujourd'hui. Et puis, ben voilà, je voulais tout simplement vous remercier de votre attention. J'espère que nous pourrons avoir le PowerPoint qui sera diffusé aux participants. Et puis, je pense que s'il y a des questions, bien évidemment, on y reprendra, y compris en temps différé. Oui, bien sûr. Tout sera disponible au niveau. Donc, un prochain live en décembre, c'est ça, Éric? Tu as le mot de la fin? Oui, avec Maître de Le Salle, on va s'atteler à ça. On va essayer. Essayer de trouver une date qui convienne à tout le monde. Mais pour répondre à votre question sur le chômage, on s'est fait la réflexion et on a rencontré des clients qui, ayant peur du chômage, eh bien, se lancent dans une acquisition immobilière tout de suite, en se disant, ça y est, là, je suis encore en CDI, je suis encore vis-à-vis des banques, j'ai encore un bon profil, j'y vais tout de suite. Et puis, si j'ai le chômage, ben, j'aurai mon assurance chômage comme amortisseur. Ah, oui. Vous voyez, donc, aujourd'hui, ça a tendance à déclencher des acquisitions. Vous avez réponse à tout. C'est peur du chômage. Les chiffres parlent. Très bien. Voilà. Et ben, bonne soirée à tous. Merci à tous. Et donc, à très bientôt. On communiquera la date le plus rapidement possible pour ce tour de piste nationale.